Bonjour à toutes et tous et bienvenue ce matin à la Maison du Barreau. Nous renouons aujourd'hui avec notre tradition des colloques du Conseil scientifique, tradition que l'on avait suspendue lors des périodes de confinement. Le précédent colloque s'était tenu en 2018, rappelez-vous pour certains d'entre vous. Il s'était tenu sur le thème des cryptoactifs et de leur régulation. Nous aurions pu reprendre ce thème aujourd'hui, tant le sujet reste malheureusement encore d'actualité et largement devant nous. Mais nous avons choisi d'évoquer la question des reportings extra-financiers, question qui est particulièrement sensible tant pour les émetteurs que pour les gestionnaires d'actifs et qui mobilise largement les régulateurs. Avant de partager quelques réflexions avec vous sur ce thème, je voudrais souligner l'importance pour l'autorité des marchés financiers, de la recherche académique en général, et plus particulièrement de son conseil scientifique. La bonne compréhension des incidences de la microstructure des marchés sur la formation des prix, l'analyse de la formation des bulles ou du rôle des asymétries d'information, les apports de la finance comportementale dans le processus de commercialisation des produits financiers, ou, s'agissant des domaines que nous évoquons aujourd'hui, la question des équilibres de marché et les conséquences macroéconomiques qui résulteraient d'une décarbonation massive des portefeuilles, tous ces thèmes sont très fondamentaux pour les régulateurs et les éclairages que nous apporte le Conseil scientifique sont vraiment précieux. Je souhaite donc remercier très vivement aujourd'hui les membres du Conseil, en particulier Christiane Boissieu, qui a été l'artisan de son renouveau, et Delphine Lautier, qui a repris le flambeau. Comme vous le savez, l'AMF est une autorité qui s'appuie énormément dans l'exercice de ses missions sur les analyses des masses considérables de données dont nous disposons. Ces données, nous souhaitons également les mettre dans toute la mesure du possible à la disposition des publics intéressés, en particulier les chercheurs. Cette politique d'open data se heurte parfois à des obstacles juridiques, mais il faut absolument les surmonter. Nous avons en effet besoin d'une recherche académique sur données européennes et pas uniquement sur données américaines. Et ces données européennes, elles existent désormais. C'est dans cet esprit que nous mettons en œuvre à l'AMF un programme d'open data dont la première étape consiste à mettre à disposition sous un format aisément exploitable toutes les déclarations de vente à découvert qui nous sont transmises. Et d'ailleurs, nous avons mis sur le site d'Open Data ces données il y a, je crois, la semaine dernière, une dizaine de jours. Les données sont en fait le thème de notre rencontre ce matin, en fait les données extra-financières. C'est cela dont il s'agit. Et il me semble qu'en ce domaine, nous sommes encore très loin du compte. Alors que nous assistons à une montée salutaire de la finance dite durable, cette évolution est fragilisée et dans certains cas discréditée par un manque cruel de données fiables sur lesquelles asseoir une politique raisonnée d'investissement responsable. Certes, la France a fait à juste titre figure de pionnière dans ce domaine, mais dans celui-ci, comme dans beaucoup d'autres, sans approche homogène européenne, impossible de mettre en place un cadre efficace de normes. Or, dans l'Union, on a développé un cadre de reporting extra-financier adapté à la finance durable pour les institutions financières, et en particulier pour les gestionnaires d'actifs, avant de développer celui des entreprises. Tout cela fait le bonheur des prestataires de services qui fournissent sans aucun encadrement réglementaire données et cotations ESG. Ne soyons pas surpris des dérapages auxquels nous assistons. Le règlement SFDR constitue de ce point de vue une sorte de caricature d'exigence en avance de phase. En caractérisant des fonds, dit article 8, lorsqu'ils promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou article 9, lorsqu'ils ont pour objectif l'investissement durable, en caractérisant ces fonds sur un principe d'autodéclaration sur la base d'engagements particulièrement vagues et sans renvoyer à des normes techniques développées par l'ESMA, cette réglementation ouvre la porte à des approches nationales au mieux
hétérogène. L'idée de chacun étant naturellement de limiter le greenwashing, et chacun y va de sa propre approche. L'ESMA est impuissante à organiser l'approche cohérente dont nous avons besoin. Une modification du règlement serait donc nécessaire pour développer des textes de niveau 2 et 3 permettant d'avancer de façon crédible et coordonnée en Europe dans la gestion d'actifs durables et responsables. Il est de fait vrai que tant que des données n'auront pas été normalisées et auditées dans un cadre méthodologique commun, la finance durable manquera d'une base solide. Or, ce qui aurait dû être le premier étage de la fusée est en fait le dernier maillon de la chaîne réglementaire. CSRD est en fait le cœur du réacteur de la finance durable. Or, le texte est encore en négociation, en trilogue, et il entrera donc en vigueur au mieux avec les comptes de l'exercice 2024, donc avec des données disponibles en 2025. Si ces données sont effectivement accessibles à travers le point d'entrée unique prévu dans le projet ESAP, alors nous pourrons tous commencer à travailler sérieusement en 2026. Ces délais sont naturellement inacceptables. Les problématiques du réchauffement climatique ou de la préservation de la biodiversité ne peuvent attendre. Franck Lecoq nous le confirmera certainement dans un instant. Préparons-nous néanmoins à construire et à utiliser au mieux ces données extra-financières. Et dans cette perspective, nous avons ce matin 2 tables rondes, une qui rassemble des universitaires et une qui rassemble des opérationnels. Elles seront animées par 2 membres du collège, la première par Delphine Lottier, que j'ai déjà mentionné, qui préside avec moi le conseil scientifique de l'AMF, et l'autre par Thierry Philippona, qui préside notre commission climat et finances durables. Sans attendre, je laisse la parole à Franck Lecoq qui introduira ces débats. Il dirige le CIRED et a participé de façon très étroite aux différents rapports du GIEC. Il a plus particulièrement coordonné la rédaction d'un des chapitres du très récent rapport, le chapitre consacré au chemin de réduction, d'atténuation et de développement à court terme et moyen terme. Son message est particulièrement mobilisateur. Je le cite, nous n'avons jamais émis autant de gaz à effet de serre, mais il existe une large panoplie d'options d'atténuation dans tous les secteurs et à un coût raisonnable qui, cumulés, peuvent nous permettre de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Nous devons donc être désormais dans le temps de l'action. Voyons comment la finance peut y contribuer. Et donc, je laisse la parole à Franck Lecoq pour introduire ce colloque ce matin. Merci beaucoup.